On commence tout de suite notre cas pratique et on va se poser dans le cas d'un recours collectif contre un opérateur dans le domaine de l'énergie pour pratique anticoncurrentielle. Et je vais commencer avec vous, Gabriel. Si vous étiez dans la peau d'une entreprise dans le secteur de l'énergie, quelles seraient les premières étapes à enclencher dans ce cas de figure? Déjà, si vous avez été mis en cause pour des raisons concurrentielles, il faut bien regarder ce sur quoi le périmètre sur lequel vous avez été mis en cause. C'est la base. C'est-à-dire que d'abord, c'est quel est le socle sur lequel vous avez à vous défendre pour évaluer l'impact. Et c'est un double impact. C'est l'impact de la procédure que vous allez avoir, et puis potentiellement le risque financier qui immédiatement va devoir être évalué, au moins pour l'interne, parce que c'est là aussi quelque chose qui est au sein d'une entreprise. Quand vous avez des contentieux de ce type-là, c'est des contentieux exceptionnels, qui sont massifs par leur ampleur en termes de mobilisation de ressources, mais massifs aussi sur les conséquences financières pour l'entreprise. Et donc immédiatement, l'interne, si vous avez un actionnaire étatique, si vous êtes une société, par exemple, dans l'électricité, peut-être qu'on va vous demander des comptes aussi sur ce sujet-là. Donc, ça va être le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que vous allez regarder la manière dont vous allez vous organiser. C'est-à-dire, vous allez identifier les griefs, qu'est-ce qui vous est reproché, et immédiatement commencer à bâtir une stratégie avec une équipe. Si vous êtes dans le domaine de l'électricité, vous allez un peu benchmarker ce qui s'est fait à l'étranger, est-ce qu'il y a eu d'autres cas. Immédiatement, le réflexe, c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a eu d'autres cas à l'étranger, quelle a été la réaction, quelle a été la défense, et puis quelles ont été potentiellement les condamnations. Et ça, c'est un élément essentiel du début. Et après, il y a toute l'organisation. Et là, vous organisez le travail, c'est un marathon. Donc, il faut... Pourquoi c'est un marathon? Parce que vous savez que vous allez vivre avec ce dossier-là pendant de longues années. Et donc, on ne s'organise pas de la même manière pour un 100 mètres que pour un marathon. Et donc, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie sur le long terme. C'est des ressources, des experts, des financements, des experts qui sont économiques, juridiques. Et donc, vous allez constituer une team. Et comment on mobilise cette team alors? Déjà, quand vous êtes dans un secteur, vous allez chercher des experts qui connaissent ce secteur-là. C'est toujours mieux, en tout cas, c'est pas obligé, mais il y a un effet d'apprentissage dans les secteurs. Donc, c'est toujours quand vous êtes dans des secteurs très techniques, généralement, vous allez vous tourner vers des gens avec qui vous avez l'habitude avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ça ne veut pas dire que c'est un interlocuteur en particulier. Il y a des acteurs dans les avocats qui connaissent mieux le domaine de l'énergie. Donc, vous allez sans doute aller voir ces gens-là. Les économistes, certains ont fait beaucoup de dossiers, compris en merger, par exemple, sur l'énergie. Donc, vous allez essayer d'aller chercher des gens qui connaissent ces secteurs-là, en tout cas pour essayer de bâtir un argumentaire, et puis parce qu'ils ont une légitimité. Ils ont une légitimité dont vous allez vous servir aussi, et ça, c'est important. Et donc, vous allez constituer cette team-là. Et à partir de là, vous allez commencer à échafauder une stratégie, et puis commencer à analyser les données, établir des rapports, et ça prend beaucoup de temps. Et aussi le risque réputationnel? Alors, le risque réputationnel, il est à la première seconde. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise dont l'activité, comme c'est le cas de l'énergie, affecte toutes les personnes, vous avez vous êtes sous le regard de la société. Un grand nombre de personnes. Et même si la pratique a affecté plutôt des concurrents, vous avez des consommateurs au final. Et donc, ils se disent, c'est terrible, moi, j'ai peut-être payé trop cher mon électricité, c'était pas normal, etc. Et donc, vous avez potentiellement un sujet d'image. Et donc, là, vous allez devoir gérer ce sujet d'image très, très rapidement. Soit en désamorçant, soit en assumant, mais en minimisant. Mais en tout cas, vous allez devoir prendre position sans préempter non plus le débat indemnitaire qui arrive. Et ça, c'est toujours la difficulté, parce que vos prises de parole, elles sont scrutées, analysées, et elles vous sont renvoyées dans le contentieux. Et donc ça, c'est un élément très, très important. Alors Julie, imaginons que Gabriel fasse appel à votre cabinet d'avocats. Quels sont les leviers de défense possibles dans ce cas de figure? Écoutez, déjà, Gabriel a dit beaucoup de choses. C'est un marathon, donc on se prépare à une bataille de longue haleine avec le client et avec les économistes. C'est un point important. Et la façon dont on se défend, dont on prépare la défense, elle est très différente selon qu'on est en matière indemnitaire ou en matière d'action de groupe. Pourquoi c'est différent? Alors, en matière indemnitaire, c'est tout simplement une action en responsabilité civile classique. Donc, il y a 3 paramètres à prendre en considération: la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Alors, on ne se défend pas comme dans tous les dossiers classiques en matière indemnitaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une directive qui établit des présomptions. C'est-à-dire qui facilite la tâche aux demandeurs. Donc, lorsque la directive est applicable et que une décision a sanctionné de manière définitive le client, la faute est présumée. Donc là, le travail de défense, eh bien, ça va être d'essayer de regarder dans quelle mesure les pratiques qui sont alléguées par le demandeur ne correspondent pas exactement à la faute qui a été sanctionnée. Et donc, pour essayer de sortir de la présomption et dire ce que vous nous reprochez là, ce n'est pas exactement ce qui a été sanctionné par l'autorité de la concurrence. Donc là, vous ne pouvez pas faire jouer une présomption. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le préjudice, eh bien, effectivement, il faut arriver à montrer que le préjudice allégué n'est pas le préjudice réel. Et la tâche va être complexifiée par une présomption de répercussion du surcoût. En fait, le client... Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais vous expliquer ça. Le plaignant dit, voilà, moi, j'ai un préjudice de temps. Ce préjudice, il est lié au prix que vous m'avez, je schématise, mais que vous m'avez appliqué, qui était surévalué parce que vous êtes parti à une pratique anticoncurrentielle. Donc moi, j'ai surpayé certaines prestations et donc, sur cette base, voilà mon préjudice. Eh bien, toute la question est de savoir si ce surcoût qui a été payé par la victime a été répercuté ou pas au propre client de la victime. C'est-à-dire que l'enjeu pour le défendeur, ça va être de montrer que non, ce préjudice que vous alléguez, vous ne l'avez pas subi, puisque vous-même, vous avez répercuté le surcoût à vos propres clients. Donc ça, c'est un enjeu difficile, parce que ça implique de comprendre comment le plaignant a constitué son prix et d'avoir accès à des données. Donc, c'est une partie difficile. Et le dernier élément, c'est le lien de causalité. C'est de dire au plaignant, OK, vous alléguez tel préjudice, vous avez été dans une situation difficile, mais ça n'est pas en lien avec les pratiques que moi j'ai mises en œuvre. La situation que vous dénoncez, le préjudice que vous dénoncez, en fait, il est lié à tout un tas de facteurs exogènes. Ça va être lié à votre propre comportement. Peut-être que votre politique commerciale, elle n'est pas si bonne que ça, et c'est ce qui a fait que vous avez subi un préjudice. Ça peut être lié à des conditions de marché qui ne sont pas du tout en lien avec les pratiques. Donc voilà, essayez de détricoter ce lien de causalité. D'accord. Donc ça, c'est pour les actions indemnitaires. Et en matière d'action de groupe, c'est un peu différent. On va challenger la constitution du groupe. Essayer de montrer que les consommateurs ou les entreprises, puisque maintenant les entreprises peuvent intenter une action de groupe, ne sont pas dans une situation similaire. Voilà. Et enfin, sur la question de financement, comment on agit dans ce cas de figure ? Alors, un petit peu, on va aller à rebours en fait de ce qui est fait en défense, c'est-à-dire que nous, le cabinet avec les demandeurs vont venir nous solliciter pour un financement. On va faire une analyse en interne de la solidité des arguments juridiques. On va regarder aussi de manière très importante la solvabilité du défendeur, parce que si on voit que le défendeur a des problèmes de solvabilité, c'est des dossiers qu'on n'accompagnera pas. Et donc, si on trouve qu'à la fois les arguments qui sont amenés par le cabinet semblent solides, que si on est dans une action de groupe, si la classe semble effectivement homogène, qu'il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, qu'au niveau du préjudice, le préjudice qui est réclamé, il semble établi, qu'on n'a pas de problème justement de passage du surcoût à d'autres entités, etc. À ce moment-là, on va pouvoir accompagner le cabinet et les demandeurs dans le contentieux et espérer gagner au bout. Au-delà de ces éléments que vous venez d'indiquer, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous prenez en compte dans ce cas de figure, des éléments contextuels aussi ? Les éléments contextuels qu'on va regarder, ce que je vous disais, c'était on va regarder aussi dans quel pays on va aller faire exécuter la décision. Donc ça, tout dépend si on est sur un type de contentieux international ou pas. Faire du forum shopping ? Non, pas du forum shopping, simplement voir parce qu'un des éléments qui est important pour un financeur de contentieux, c'est la durée en fait du contentieux. C'est un élément qui est très important. Et si
vous êtes devant des juridictions où vous savez que le contentieux va durer, mettons, 4 ou 5 ans. C'est une durée qui est acceptable, mais si le défendeur a ses biens qui sont situés dans un pays tiers et où là, vous savez que pour faire exécuter votre décision, il va peut-être vous falloir 3 ou 4 ans de plus, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué de réussir à mettre en place un plan de financement. Donc, c'est pas du forum shopping, c'est simplement l'évaluation en fait, du temps qu'il faudra pour aller récupérer les sommes qui sont dues. On va conclure là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.